La présentation que j'ai préparée a un titre un peu provocateur, à savoir comment la chimie accélère la réduction des pesticides et favorise la protection biologique des cultures. L'objectif de cette présentation est de vous faire une introduction sur le développement d'une technologie à base de phéromones comme alternative à l'utilisation d'insecticides en abordant plusieurs thématiques. La problématique du développement dans un contexte économique de ces nouvelles technologies, d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue de la conversion des utilisateurs et des promoteurs de ces technologies par des formations adaptées. Tout l'objet des développements que nous faisons dans ma société, c'est justement de réconcilier l'utilisation de la chimie en faveur de l'environnement. Alors, la société est constituée de 4 entités, 180 employés. Elle a été créée en 2012, fin 2012, et a connu un développement de type start-up, mais avec des actifs industriels que je vais commenter. Donc, on a d'abord un centre de recherche qui est un peu la base de notre start-up à Lac, à côté de Pau, dans le bassin de Lac où est situé notre centre de recherche, donc un bassin de la chimie. Ce centre de recherche est spécialisé dans la synthèse, l'identification et la formulation d'actifs de type phéromonaux. Ensuite, on a un centre de production industrielle dans les Bouches-du-Rhône, à côté d'Arles, en pleine Camargue, où l'on produit les actifs, alors deux types d'actifs, les actifs phéromonaux, mais aussi on a une activité pharmaceutique. Donc cette unité est contrainte par des réglementations pharmaceutiques à respecter des normes de qualité, de procédés très strictes qui garantissent une qualité de nos actifs. Et enfin, un site de production industrielle dans le sud-ouest, à côté de Cahors, sur le site de Parnac, où on fabrique et on embouteille en fait tous les produits finis à base de phéromones. Le siège social de la société est situé à Saint-Cloud, à côté de Paris. Alors, pour expliquer quelle est la mission en fait que l'on a dans notre société vis-à-vis de l'environnement, on va d'abord faire un état des lieux sur la situation phytosanitaire en France. Et pour ça, j'utiliserai une étude qui a été faite en 2018 par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, le ministère de l'Environnement, pardon, sur le nombre de traitements phytosanitaires dans différentes cultures arboriculture en moyenne depuis 2015, entre 2015 et 2018. Donc typiquement, on a en moyenne 35, 36 même traitements phytosanitaires sur des vergers de pommes, un peu plus d'une vingtaine sur les vergers de pêche, 12 sur les prunes, à peu près pareil sur les abricots, et les cerises, c'est 10 traitements phytosanitaires. Parmi ces traitements sanitaires, il y a des herbicides, des insecticides et des fongicides. Tous n'ont pas le même impact sur l'environnement, évidemment, mais on voit qu'il y a un grand nombre de traitements nécessaires pour protéger les cultures. Ça dépend des régions. On a des régions, par exemple, comme l'Île-de-France, où le nombre de traitements phytosanitaires sur la pomme est de l'ordre de 25, des régions comme le Poitou-Charentes, où ça va dépasser les 50. Les conditions météorologiques, les pressions d'insectes, etc., vont modifier le nombre de traitements annuels. Mais c'est un impact lourd que cela va avoir sur l'environnement. Et une publication en 2012 montre que les nouvelles technologies insecticides qui sont utilisées lors de ces traitements sont de plus en plus pointues et toxiques pour les insectes, évidemment, mais qu'il y a un biais dans l'évaluation phytosanitaire qui est faite par les agences. Ce biais étant de considérer des problématiques à court terme au lieu de regarder des problématiques à long terme, en particulier l'accumulation d'insecticides de nouvelles générations dans les eaux et dans le sol est de plus en plus constatée, ce qui fait que les problèmes s'accumulent au fur et à mesure des saisons et induisent des problèmes de plus en plus difficiles à gérer. Alors, c'est d'autant plus renforcé que depuis une vingtaine d'années, ou trentaine d'années, on va dire, la recherche de nouvelles molécules s'est toujours orientée vers des molécules de plus en plus efficaces en termes de dose, ce qui veut dire qu'elles sont de plus en plus létales pour les insectes, puisqu'il faut de moins en moins de produits pour tuer les insectes. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le DDT qui a été interdit en 1972
avait une toxicité pour les abeilles de 4,10-5 grammes par abeille. L'imidaclopride, qui est un néonicotinoïde récent, qui vient juste d'être interdit en 2018 en France, est létal pour les abeilles, a une concentration de 4,10 puissance moins 9, donc 10 000 fois moins concentré que le DDT. Donc en fait, ça veut dire qu'il est 10 000 fois plus toxique que le DDT pour les abeilles, et pourtant ce produit est considéré comme plus efficace. Donc on voit bien qu'il y a depuis 20 ans, 30 ans, toute la dynamique de recherche sur des nouvelles molécules était orientée vers des molécules plus toxiques parce qu'il y avait un paradigme qui était plus toxique, plus efficace en fait. Mais le problème, c'est que l'impact sur l'environnement augmentait avec ces molécules. Alors, ce qui était aussi intéressant dans la publication que j'ai citée juste avant, c'était qu'il montrait qu'il n'y avait pas de rationnel très, très clair sur l'augmentation des productivités agricoles en fonction de l'introduction de ces nouveaux insecticides. Une étude sur les années 80 jusqu'à 2015 montre qu'on a une croissance faible de la production de blé ou d'huile de colza, alors qu'on a fait des changements d'insecticides majeurs avec des doses beaucoup plus faibles et des toxicités beaucoup plus élevées. Donc en fait, les changements de pratique d'insecticides ne correspondent pas à des gains de productivité des agriculteurs objectivement. Donc on voit qu'on est arrivé un peu au bout d'une logique d'optimisation des insecticides qui était de considérer les insecticides de plus en plus toxiques pour des gains agricoles qui n'étaient pas forcément avérés. Alors on voit sur une étude qui a été faite en 2018 par le ministère de l'Environnement l'impact sur les eaux de surface et les eaux souterraines de ces insecticides avec une accumulation de plus en plus importante de ces insecticides. Donc, il y a une étude qui est souvent faite sur la toxicité pour le consommateur, mais l'accumulation sur plusieurs années dans l'environnement n'est pas forcément une donnée obligatoire des dossiers. Or, au bout de quelques années, on mesure dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines des doses qui dépassent les doses autorisées dans les autorisations de mise sur le marché de ces produits-là. Et donc, du coup, on arrive vraiment à un blocage en disant, ben voilà, si on continue à utiliser ces insecticides, les eaux qui sont nécessaires pour la nourriture des insectes vont elles-mêmes devenir suffisamment toxiques pour induire un déclin des populations d'insectes naturels dans notre environnement. À ce niveau de réflexion, il était urgent de se dire comment peut-on arrêter cette course à l'échalote de molécules de plus en plus toxiques pour résoudre le problème de protection des récoltes des agriculteurs. Et la recherche de molécules plus toxiques n'était plus la solution. Donc, du coup, une des solutions qui a été envisagée depuis une quinzaine d'années, alors ça a démarré très doucement dans les années 2000 et ça prend de l'amplitude depuis les années 2015, c'est d'utiliser en fait des moyens inspirés de la nature pour lutter contre la prolifération d'insectes. La différence entre un insecticide et les méthodes naturelles, c'est que les méthodes naturelles ne vont pas éradiquer l'insecte, mais elles vont gérer une pression plutôt que de détruire une population d'insectes. Donc, ces méthodes naturelles auxquelles on fait appel le plus souvent sont des méthodes à base de phéromones et vont jouer sur la prolifération de l'insecte en utilisant principalement des phéromones sexuels. Donc, sur le transparent que je présente actuellement à l'écran, j'explique comment fonctionne une phéromone en utilisant un insecte qui a envahi récemment nos régions européennes, la pyrale du buis. Cet insecte, en fait, la femelle émet, lorsqu'elle est adulte, une molécule qui est en fait un mélange de deux molécules, le Z11 et le Z hexadécénal et le E11 hexadécénal, dans un ratio très précis, 80% du Z et 20% du E. Et ce ratio très précis va attirer le mâle vers la femelle. Une fois que le mâle a trouvé la femelle, il la féconde et la femelle peut pondre. Donc là, il y a deux messages. Le premier message, c'est que
chaque espèce d'insecte va générer son code de communication à partir de molécules propres. Donc, une phéromone va induire ici un comportement d'attirance du mâle vers la femelle. Un autre insecte aura une autre phéromone pour exactement la même fonction. Et donc, on va pouvoir jouer sur ces molécules pour contrôler précisément une population d'insectes précise. Le concept d'utilisation des phéromones est de jouer sur les doses. En fait, une phéromone émise par un insecte va être détectée à des doses qui sont de l'ordre du milliardième de gramme ou du 10 milliardième de gramme. Donc, bien plus faible même que les doses d'insecticides létales pour les insectes. Donc, on est sur des molécules qui sont encore plus précises en termes d'utilisation que les insecticides et qui sont aussi plus précises dans leur utilisation puisqu'elles ont une fonction de communication chez l'insecte. Et donc, on va perturber cette fonction de communication en fait en saturant l'atmosphère, saturant à l'échelle de l'insecte de cette phéromone. Et donc, l'insecte qui voit tellement de phéromones dans l'atmosphère de son point de vue n'arrivera plus à communiquer entre individus de l'espèce. Et donc, ça va perturber son mécanisme de reproduction. Ce n'est pas une technologie qui va faire appel à un quelconque métabolisme qui va expliquer ensuite une mortalité de l'insecte. C'est simplement une perturbation des systèmes de communication qui vont empêcher les insectes de se reproduire. En gros, les insectes vont mourir avant d'avoir pondu et donc les populations vont rester faibles. Ça a deux effets. D'abord, ça respecte la biodiversité puisque, comme je le dis, on ne détruit pas les populations d'insectes. Donc, il n'y a pas de… L'espèce perdure malgré l'action corrective de l'homme pour contrôler sa population. Et il y a un autre effet, c'est que du coup, comme l'espèce perdure, eh bien, elle n'a pas besoin d'évoluer. Il n'y a pas de développement de résistance. Son mode de communication fonctionne. C'est simplement que la probabilité de rencontre de deux individus devient très faible. Et au lieu de se développer de manière exponentielle parce qu'elle a un territoire très favorable avec une monoculture, elle va juste vivoter sur cette monoculture. Donc, ça va permettre de maintenir une pression faible, certes toujours positive, mais très faible et tolérable en termes de dégâts pour l'agriculture. Donc, on est sur un nouveau mode d'approche de l'agriculture. On n'est pas sur du zéro dégâts, on est sur un niveau tolérable de dégâts par l'agriculteur. Tolérable au sens économique, évidemment. Alors, pour donner quelques exemples de développement de ces molécules et de leur utilisation, bien, je vais choisir un exemple qui est lié à la vigne, qui est quand même une culture très présente en France. Il y a 700 000 hectares de vignobles en France, avec un nombre de traitements par an qui varie entre 15 et 25 selon les régions. Les insectes qui vont être des insectes principaux pour le viticulteur, ce sont les vers de la grappe. Il y en a deux sortes en fonction qu'on est dans le nord de la France ou dans le sud. Celui dont je vais parler, c'est celui qui est plutôt présent dans le sud de la France et de l'Europe, qui s'appelle l'Eudémis. Son nom latin, c'est Lobesia botrana. On le connaît souvent sous le vocable Lobesia. La phéromone, c'est une molécule très précise. La moindre impureté peut détruire sa propriété de communication pour les insectes. Et donc, forcément, sa synthèse artificielle, par des moyens chimiques ou des moyens biochimiques, va nécessiter des mesures très particulières qui font que ces molécules sont chères. J'ai donné, par exemple, dans le graphique de droite, la répartition des coûts dans un produit final qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché entre les coûts de l'actif phéromonal et les coûts de fabrication du produit fini. On est sur plus de 50%, plus de 70% du coût lié à l'actif. Donc, on voit que maîtriser la fabrication de cet actif, et là, on doit faire appel à la chimie, c'est essentiel pour être capable d'utiliser des technologies de biocontrôle à base de phéromones de manière économique. Donc, la chimie, c'était un peu la question que je posais en titre de ma présentation, va déjà avoir cette première mission, c'est de rendre cette technologie accessible
à l'agriculteur. On ne peut pas se permettre n'importe quel coût pour que la pratique agricole reste économique. Premier niveau, c'est réduire le coût de la fabrication de l'actif. Le deuxième niveau, ça va être aussi par des moyens chimiques qui vont plutôt être de formulation, d'augmenter le rendement de l'actif dans les champs. C'est-à-dire qu'en gros, si on met l'actif comme ça dans les champs sans précaution, au bout d'une journée, vous avez tout perdu. Par contre, si vous formulez correctement l'actif, vous allez pouvoir retenir cet actif pendant plusieurs mois dans le champ, pendant toute la saison, de manière à protéger le champ. Et en fait, plus vous aurez des technologies fines de formulation, moins vous aurez besoin d'actifs pour la même fonction de protection de la culture. Donc, l'objet de la recherche de la chimie et du développement industriel de chimie est sur deux axes. Le premier axe, maîtrise d'une synthèse de qualité à un coût abordable. Et deuxième axe, optimisation de la dose de phéromones pour être au plus proche des doses naturelles émises par les insectes. Ça a aussi un impact économique, évidemment, puisque plus la dose sera faible, plus vous aurez de chances de passer économiquement. Alors, pour illustrer un peu la contribution des chimistes à ces arrivées de nouveaux produits alternatifs sur le marché, j'ai choisi de vous présenter la voie de synthèse de la phéromone telle qu'elle était connue jusqu'en 2015. Des publications qui datent des années 90, des brevets de la société BASF qui permettent de synthétiser entre 7 et 11 étapes, ça dépend comment on les découpe, enfin disons 7 étapes, la molécule. La problématique, c'est que plus il y a d'étapes de synthèse, évidemment, plus c'est cher. Et ces technologies-là, à moins de sous-traiter massivement dans des produits à très faible coût et donc avec des problématiques environnementales, industrielles déportées, ce n'était pas possible. Donc, notre société, en fait, a investi dans les années 2015 sur le développement de nouvelles procédures de synthèse pour raccourcir le nombre d'étapes. En fait, on est passé de 7 étapes de synthèse, comme je le présente sur ce transparent, à 2 étapes de synthèse. Donc ça, c'est quelque chose qui vient d'une collaboration, une collaboration avec l'université, puisqu'on a travaillé avec un laboratoire de chimie Paris qui avait publié des résultats dans ce sens-là. Donc, on a repris leurs résultats, on les a développés, et puis ensuite, on a signé un partenariat avec eux. Et on a pu ainsi raccourcir énormément les voies de synthèse, donc de réduire significativement les coûts d'accès à la molécule. Et puis, autre action qu'on a eue, ça a été de continuer la recherche sur cette voie de synthèse et de trouver une façon de purifier la molécule de manière très, très, très efficace, puisque la voie de synthèse que je vous ai montrée initialement, ou celle-ci, conduisait à des mélanges de molécules avec un taux d'actif réel de l'ordre de 80-85%. Et avec la nouvelle technologie de purification qu'on a pu développer, technologie très simple, on arrive à des taux de pureté de l'actif de plus de 98%. Donc, on a permis ainsi au formulateur, qui va ensuite mettre un produit dans le champ, d'avoir accès à un produit plus simple à fabriquer, plus pur, donc avec des doses de produits chimiques beaucoup plus faibles. Alors, les technologies qu'on a utilisées pour la formulation vont être essentielles aussi sur le contrôle du largage dans les champs et donc la dose minimale efficace de phéromones. Et on a développé pour ce faire des technologies d'encapsulation. Ces technologies qui sont largement utilisées dans le domaine médical, même dans le domaine alimentaire, mais par contre qui n'étaient pas vraiment développées pour le secteur agricole. Donc, on a investi avec un partenaire qui s'appelle Coatex, une filiale de la société Arkema, dans le développement de technologies d'encapsulation dans l'eau, procédé complètement vert, avec des ingrédients de formulation qui sont issus aussi de la biomasse. On parle de cire d'abeille, on parle d'huile, de végétaux comme de l'huile de tournesol, de l'huile de maïs, etc. Donc, ces composants-là vont permettre de constituer des capsules dans l'eau, pas de présence de solvant, donc aucun rejet. Tous les produits qu'on a utilisés vont être utilisés pour l'application en champ et permettent à fabriquer des capsules de l'ordre de quelques microns, typiquement 1 micron, qui sont stables à la fois lors de la fabrication, évidemment, mais aussi lorsqu'on les applique dans le champ. Vous avez ici une photo de microscopie électronique du produit tel qu'il a été fabriqué, puis tel qu'il a été
appliquée dans le champ. On voit d'ailleurs sur microscopie électronique, quelques capsules qui ont été séchées trop violemment sous vide, parce que le microscope électronique nécessite un vide, un ultravide, et on voit que ces capsules, on voit bien l'écorce des capsules qui a été fabriquée lors du procédé d'encapsulation. L'avantage de ces capsules, c'est qu'elles permettent de contrôler le taux de relargage dans les champs des phéromones et on arrive ainsi à choisir la dose journalière émise par les capsules dans les champs. Et en fonction de l'insecte, on va sélectionner cette dose en travaillant sur la formulation et la quantité de capsules qu'on met dans les champs. Alors, les méthodes d'application dans les champs vont être assez variées. On va pouvoir, grâce à ces technologies d'encapsulation, déposer le produit à la main ou alors déposer au moyen d'outils conventionnels tels que des pulvérisateurs classiques. À noter quand même que le produit étant encapsulé dans l'eau, la phéromone étant très hydrophobe, il faut vraiment avoir attendu que l'eau s'évapore pour commencer à voir l'évacuation de la phéromone dans l'air et son activité. Autrement dit, l'agriculteur qui va appliquer le produit sous forme de micro-gouttelettes dans l'eau ne sera jamais en contact avec la phéromone elle-même. Donc, à supposer que la phéromone eut une toxicité quelconque pour l'humain, et elles n'en ont pas, le contact de l'agriculteur avec l'actif est nul du fait de la technologie d'encapsulation. C'est un autre avantage de ces nouvelles technologies de formulation que nous avons pu développer grâce à nos spécialistes en physico-chimie. Donc, sur le graphe que je vous présente ici, je vous montre un peu l'évolution depuis 20 ans, 25 ans, des doses de phéromones annuelles qui ont été recommandées avec les générations de produits. Donc, les premiers produits en vigne, en 1990, étaient essayés avec 250 grammes de la phéromone de la Lobesia en champ. Aujourd'hui, avec les technologies d'encapsulation, nous arrivons à contrôler la population d'insectes avec des doses de 60 grammes sur toute une saison. On parle de 60 grammes sur 6 mois par hectare. Donc, en gros, on est sur 10 grammes par mois par hectare. Ce qui correspond à peu près à 10 fois la dose émise par tous les insectes présents dans le champ, ce qui permet d'éviter que les insectes se retrouvent statistiquement. Alors, la question, c'est que toutes ces innovations que je vous ai présentées, qu'elles soient en chimie, qu'elles soient en concept de lutte avec la confusion sexuelle ou qu'elles soient en formulation, sont-elles mises au marché dans les délais nécessaires pour réagir vis-à-vis de la situation sanitaire que causent les phytosanitaires en France? La réponse est non, du fait du système d'homologation de ces produits-là. Aujourd'hui, ces produits sont évalués comme des insecticides. Et comme je vous le disais au début, la recherche des insecticides a toujours consisté jusqu'à présent à développer des insecticides de plus en plus efficaces et donc de plus en plus toxiques. Donc, les produits chimiques classés comme insecticides, phéromones ou pas phéromones, sont tous regardés à la loupe, évidemment, avant d'être autorisés à la mise sur le marché en termes de toxicité pour le consommateur, toxicité pour l'environnement, etc. Ce qui veut dire qu'on va demander aux phéromones des études qui sont équivalentes à celles nécessaires pour les insecticides très toxiques, alors que ces phéromones elles-mêmes sont des substances naturellement émises sans toxicité. Donc, du coup, il y a un retard à la mise au marché des produits lié à cette façon d'évaluer les produits. Puis, deuxième biais dans l'évaluation des produits, c'est que autant les données toxicologiques sont mesurées dans l'absolu, autant les données d'efficacité sont mesurées en relatif. C'est-à-dire que si vous voulez comparer une phéromone, mesurer l'efficacité d'une phéromone, vous pouvez la comparer à des insecticides. C'est dans les pratiques d'évaluation des produits. Or, le concept de départ est complètement différent. Un insecticide vise à éradiquer une population sur un territoire, une phéromone vise à maintenir des équilibres et donc nécessairement à assumer les dégâts. Donc, du coup, le fait qu'on évalue les produits de la même façon qu'un insecticide crée un biais d'évaluation qui rend plus laborieux le travail d'homologation et donc le délai de mise au marché d'un produit, à partir du moment où on l'a mis au point d'un point de vue chimique, varie entre 6 mois dans certains pays, comme la Belgique. On a eu aussi un exemple récent en Italie où le produit a été homologué en moins de 6 mois, à 2 à 4 ans, comme ça peut se passer en France.
Cela est lié en fait à des problématiques d'embouteillage des dossiers de mise au marché et la problématique aussi de la complexité des dossiers liés aux phéromones, qui sont des substances inclassables parmi les insecticides, mais évaluées selon des pratiques d'évaluation classiques pour les insecticides. Alors, je tiens à signaler que la France a fait un premier pas dans la simplification des mises au marché des produits de biocontrôle, puisque le ministère de l'Agriculture a autorisé la mise sur le marché des produits de piégeage de masse. Donc, on attire les insectes dans des pièges et on réduit les populations par du piégeage, en l'élargissant à toute classe de phéromones récemment. C'est une démarche unique à la France. Il faudra voir comment elle s'étend aux autres pays européens. Par contre, sur la confusion sexuelle, les démarches restent très lourdes et moi, je milite pour la création de filières dédiées avec des évaluateurs dédiés de ces produits de biocontrôle, en particulier à base de phéromones, qui nécessitent des savoir-faire particuliers dans l'évaluation. À ce titre, la Belgique est un exemple puisqu'elle a créé des filières très courtes avec des personnels dédiés aux produits de biocontrôle. Et on a l'exemple de deux produits que nous mettons au marché en Belgique avec des délais de mise au marché, d'évaluation des dossiers de 120 jours totalement respectés. En France, le délai est de 6 à 8 mois légalement, mais il n'est jamais respecté. Alors, une fois que le produit est homologué, une fois que la barrière réglementée peut être surmontée, est-ce que l'adoption par les agriculteurs se fait facilement? Donc, sur ce graphe, j'ai montré un peu l'effet des optimisations que nous ont permis de faire la chimie, que ce soit en formulation ou en synthèse. En gros, on a réduit d'un facteur 2 le coût d'accès à l'agriculteur à la technologie. Donc, oui, on fait aussi tomber une barrière d'accès économique pour l'agriculteur. Par contre, les réseaux de distribution des produits phytosanitaires font qu'il y a quand même un empilement des marges et que cet empilement des marges se fait au détriment de l'agriculteur. Entre l'innovateur et l'agriculteur, il y a au moins 2 étages de marge qui font que les réductions de coûts faites par l'originateur ne sont pas forcément répercutées sur l'agriculteur. Donc, réfléchir aussi aux structures de distribution et aux marges de distribution de ces nouveaux produits de biocontrôle nous paraît être aussi un must si on veut accélérer les mises au marché de ces produits-là. Voilà, donc l'organisation de filières courtes est assez impossible en France avec des marchés très structurés pour la distribution des produits phytosanitaires. Donc en fait, les problématiques de rôle de la chimie sur l'amélioration de nos pratiques agricoles et de notre environnement sont plutôt en faveur de la chimie, puisqu'elle peut donner les clés d'un changement agroécologique. Par contre, il faut changer certaines mentalités. J'ai parlé des mentalités réglementaires, j'ai parlé des mentalités de distribution des produits. J'ai aussi à parler des mentalités des pratiques agricoles. L'agriculture en elle-même est une pratique humaine qui déséquilibre l'environnement. Quand on a de la monoculture, l'environnement est naturellement modifié par l'homme. Ce qui veut dire que l'agriculteur doit aussi apprendre à gérer ce déséquilibre qu'il a créé au moyen de technologies qui vont nécessairement induire une petite perte de rendement, mais qui auront un effet bénéfique sur le long terme en préservant le potentiel agricole des terres, ne réduisant pas la biodiversité liée à l'utilisation de produits trop toxiques. Donc, ce changement de pratique agricole doit aussi s'accompagner d'un gros effort de formation de toute la filière, depuis l'agriculture en passant par les distributeurs, les metteurs au marché, les agences d'homologation. Et c'est qu'à ce prix-là de changement des mentalités que l'impact de la science, qu'on appelle chimie aujourd'hui, pourra devenir totalement bénéfique à nos pratiques agricoles et à notre environnement, et donc aussi à notre société, puisque ça permettra une meilleure cohabitation entre agriculture et citoyens.